Est-ce que la Terre est ronde? Quelle question pourrie! La dernière fois, nous étions restés sur cette question, et j'avais même affirmé qu'elle ne l'était pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, on continue de tourner autour de la connaissance. Petit rappel si vous n'avez pas encore vu la première partie. Nous avions défini la connaissance comme un assemblage cohérent d'informations toujours soumises à des pertes en ligne, nous avions vu l'importance de la confiance et de la répétition dans la transmission, et évoqué la science entre sagesse et influence de l'histoire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la découvrir en suivant le lien qui s'affiche ici, avant de poursuivre notre exploration. Si tout le monde est à jour, c'est parti. Retour à la connaissance. Donc, la Terre n'est pas ronde. Moi, j'ai rien compris de votre histoire. Avant de vous expliquer de quoi elle retourne, je voudrais vous poser une question. Si vous pensez que la Terre est ronde, comment est-ce que vous le savez? Je n'en sais rien. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour affirmer de manière indubitable qu'elle est ronde? Alors je vais me permettre de répondre à votre place, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué de poursuivre, mais posez-vous quand même la question. Du coup, peut-être que vos parents vous l'ont appris quand vous étiez petit. Elle est ronde, comme ça. N'ayant aucune raison de ne pas leur faire confiance, vous avez accepté cette affirmation. Vos professeurs vous l'ont sans doute confirmé tout au long de votre scolarité. Ils vous ont même peut-être appris que les premiers à l'avoir affirmé étaient les Grecs. Aristote notamment, qui avait remarqué que l'ombre en forme d'arc de cercle qui apparaît sur la Lune lors d'une éclipse était probablement le contour de la Terre. Ou encore Ératosthène, quelque temps plus tard, qui avait même réussi à calculer la circonférence. Confiance et répétition. Peut-être avez-vous eu la chance de voir l'horizon au bord de la mer, mais cette expérience valide a posteriori une certitude que vous aviez déjà. Vous n'aviez pas à chercher ailleurs, et cette explication vous convenait très bien. Vous avez peut-être encore pu admirer des mirages, ou des photos prises depuis l'espace. Sauf exception, vous n'avez sans doute jamais pu constater directement par vous-même que la Terre était ronde. En tout cas, c'est mon cas. Et peu d'entre nous ont vraiment vérifié ou expérimenté les explications qu'on nous avait données. Là encore, j'avoue, il faut se rendre à l'évidence. Nous croyons les gens qui nous expliquent que la Terre est ronde, et par voie de conséquence, nous sommes nombreux à croire que la Terre est ronde. Certes, il existe des moyens directs d'obtenir une preuve. On peut par exemple aller dans l'espace, ou encore passer un cercle polaire pour constater que le soleil ne se couche pas en été, ou ne se lève pas en hiver. Mais ce genre de voyage, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, on est condamné à y croire. Mais alors, pourquoi tout le monde n'y croit pas? Pourquoi? Alors que la question semble avoir été résolue depuis plus de 2500 ans, et qu'on a tous plus ou moins la même expérience, y a-t-il encore des gens qui croient que la Terre est plate? 6 millions de personnes en France quand même, 9% de la population. Si on les écoute un peu attentivement, au lieu de les prendre directement pour des abrutis, on comprend qu'il y a deux raisons qui expliquent leur position. 1. Ils n'en ont jamais fait l'expérience directe, comme beaucoup d'entre nous. 2. Ils ne font confiance à aucune institution officielle. Les deux raisons qui les empêchent de croire une explication quasi consensuelle dans toute la société sont précisément les deux vecteurs de la connaissance dans l'humanité, l'expérience et la confiance. Ce ne sont pourtant pas des crétins. Pour beaucoup, ils connaissent les théories scientifiques et savent comment obtenir une preuve expérimentale, et donc indubitable de la géométrie de la Terre. Ils savent qu'aller dans l'espace ou passer un des cercles polaires prouverait une des deux assertions. Mais bon voilà, comme on l'a déjà dit, ce genre de voyage, c'est pas donné à tout le monde. Et comme en plus, ils ne veulent pas faire confiance aux institutions consacrées, pour des raisons qui leur sont propres, ils n'ont pas d'autre solution que de reporter leur confiance sur d'autres sources possibles, quitte à se tromper. La société est donc coupée en deux. D'un côté, une vérité défendue par des institutions officielles, de l'autre, une vérité détenue par un petit groupe indépendant. Ironiquement, c'est exactement le même schéma qu'à l'époque de Galilée, mais inversé. D'un côté, on avait l'Église qui affirmait que le Soleil tournait autour de la Terre, et de l'autre, Galilée qui affirmait le contraire. La problématique pour les spectateurs non initiés est exactement la même. Qui croire? Bon, il y a tout de même une différence, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de remettre en question un savoir consensuel. Et ça me paraît être un symptôme plus qu'alarmant d'une pathologie endémique de notre société. Mais bon, revenons à nos moutons et à la forme de la Terre. Elle n'est ni ronde, ni plate. Et non, je ne fais pas référence au fait qu'elle soit aplatie au niveau des pôles. Alors, pourquoi est-ce que j'affirme cela? Eh bien, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la théorie scientifique admise aujourd'hui pour décrire la géométrie et les événements astronomiques de notre univers est la théorie de la relativité générale. Cette théorie nous explique que nous vivons dans un espace-temps à 4 dimensions. Cela signifie que si on veut décrire de manière rigoureuse la géométrie des objets qui évoluent en son sein, il faut les envisager dans un espace géométrique à 4 dimensions. Or, affirmer que la Terre est ronde n'a de sens que si on l'envisage dans un espace à 3 dimensions.
Cette affirmation est donc factuellement fausse, partielle pour être exact. Dans notre espace-temps, la Terre, comme d'ailleurs tout ce qui s'y trouve, est entraînée à la vitesse de la lumière le long de ce qu'on appelle une ligne d'univers. Selon cette géométrie, elle n'est donc pas ronde, mais a plutôt la forme d'un tube à 4 dimensions à base sphérique. La raison pour laquelle nous la percevons ronde provient du fait que notre esprit nous construit une réalité purement spatiale. Toute notre réalité est spatiale et construite comme une succession de tranches à 3 dimensions d'un univers à 4. Nous ne percevons la 4e dimension, le temps, que par le mouvement des choses. La Terre n'est donc pas ronde, c'est un tube. Enfin, il y a un gros faisceau de présomption. Cet exemple illustre parfaitement la différence ténue qui sépare notre connaissance de nos croyances. Il révèle également que ce que nous pensons savoir ne correspond pas forcément à ce que nous savons réellement. Mais il démontre surtout que la manière dont nous apprenons détermine notre rapport au monde. Aujourd'hui, comment apprend-on? En Occident, c'est principalement à l'école que ça se passe. À l'école, l'enseignement est délivré par des professeurs qui sont des spécialistes diplômés, c'est-à-dire des personnes à qui on a délivré un certificat de bonne réputation pour la tâche qui leur est dévolue de transmettre des connaissances. Cette méthode est très efficace, car elle permet de distribuer un grand nombre de connaissances sans qu'aucune relation sociale ne soit nécessaire au préalable. L'objectif admirable de l'école, c'est de nous fournir des outils nécessaires pour vivre dans la société. Et parmi ces outils, il y a la science. Mais comme je l'ai déjà dit, la science est amenée avec autorité à des générations d'élèves. Elle leur est délivrée de manière théorique et dogmatique, sans aucune introduction épistémologique ni perspective historique, uniquement comme quelque chose à savoir. À chaque génération, les imaginaires se retrouvent donc tapissés avec des modèles préconçus, prêts à être assemblés, mais surtout intégrés comme des vérités absolues. Cette manière de procéder inocule dans nos esprits l'idée qu'il y a une bonne manière de regarder le monde, alors qu'on l'a vu dans la précédente vidéo, ce n'est pas vrai. La construction du savoir est une pratique sociale basée sur l'expérience et le partage en confiance. C'est elle qui nous permet de bâtir une image commune du monde. Cette manière d'apprendre dogmatique nous réduit à entériner une vérité prémâchée. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. On ne fabrique plus de monde en commun, on nous le livre individuellement. Comment ne pas penser que cela affecte notre capacité à nous adapter, à inventer des mondes? Nous devenons des observateurs extérieurs, conditionnés à voir le monde d'une certaine façon, la bonne bien évidemment. De ce point de vue, à la différence de nous qui croyons que la Terre est ronde, les platistes font fonctionner leur processus de création du savoir. Alors, il y aurait beaucoup de choses à en dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais d'une certaine manière, ils sont plus aptes que nous à remettre en question l'ordre établi. Et justement, en parlant d'ordre établi, il faut que je vous parle de sciences économiques. Je vous avertis, je vais encore un petit peu digresser par rapport au sujet. Mais ça me semble nécessaire pour comprendre la suite de mon raisonnement. Cela, oui. La science économique s'intéresse à l'organisation des sociétés, mais sous un angle très particulier, je dirais même orienté. L'étude des activités humaines réduites à la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et des services. Déjà là, il y a un biais. Ensuite, il y a deux types de sciences économiques. Celle qui se pratique légitimement comme une science sociale, et dont je ne vais pas parler. Et il y a l'économie classique, la science la plus mathématisée de toutes, et qui ambitionne à rien que moins que de pouvoir prédire le comportement et l'évolution des sociétés humaines. La période à laquelle elle est apparue ne devrait pas vous étonner après avoir entendu cette définition. On situe communément son acte de naissance en 1776 en Écosse, avec la parution du très connu La richesse des nations d'Adam Smith. Totalement imprégné de la philosophie moderne, Adam Smith conçoit son propre modèle d'homme à l'état de nature. Modèle qui existe encore aujourd'hui, bien qu'un peu démodé, et qu'on appelle l'Homo economicus. En plus d'être rationnel et motivé par l'accroissement de ses intérêts, il est porté à l'échange d'objets auxquels il donne naturellement une valeur. C'est sur cet archétype que Smith va construire le mythe du troc. Votre maison me semble idéale, j'aimerais l'acquérir. D'accord. En troc? En troc? L'idée de ce mythe, c'est que l'humain donne naturellement une valeur à toutes les choses qu'il veut posséder, au sens quantitatif. Et il veut posséder beaucoup. Porté par cet instinct, il pratique naturellement l'échange équilibré de valeurs. Une chèvre contre 5 poules par exemple. Mais ça n'est pas forcément évident de rencontrer quelqu'un qui possède quelque chose que je veux, et qu'en même temps, que moi, je possède quelque chose qu'il veut. Pour que l'échange puisse se faire, il faut une double coïncidence qui n'est pas si courante. Frustrés de ne pouvoir étancher leur soif d'échange et de possession, les humains ont fini par trouver une solution idéale, utiliser une valeur intermédiaire qu'on pourrait toujours avoir sur soi, la monnaie. Avec la monnaie, les échanges se sont intensifiés et organisés, voici le commerce. Et pour finir, la monnaie occupant une place centrale dans une économie totalement organisée autour du commerce, sa gestion est devenue vitale, et voici venir les banques et la dette. CQFD, tout est naturel.
Et aujourd'hui, tout ça nous paraît comme allant de soi. La France n'avait pas réellement de problème de dette avant les années 2000. C'est bien connu. Une chèvre, c'est plus gros qu'un poulet, ça demande plus de nourriture, donc c'est sûr, ça vaut plus qu'un poulet. Et oui, la monnaie c'est tellement plus pratique que le troc. Et c'est donc normal qu'elle occupe une telle place dans notre vie. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. C'est dire à quel point on a intégré ce mythe et qu'on le confond avec la réalité. Oui mais voilà, tout cela est faux. Aucune trace archéologique ne vient appuyer cette thèse. C'est même plutôt le contraire. Homo economicus n'a jamais existé. Et si vous enlevez de l'équation l'homo economicus, tout le raisonnement s'effondre. Mais cette histoire imaginaire sert encore de base à l'économie classique, à tel point qu'elle est encore enseignée telle qu'elle, aujourd'hui, sans mise à jour ou avertissement. C'est en s'appuyant sur ce raisonnement qu'après Adam Smith, tout un tas d'autres grands noms vont venir expliquer que la production se fait grâce à la division du travail, qui entraîne l'accroissement de la productivité, et donc de la richesse. Jean-Baptiste Tocé va ajouter en 1828 « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne font donc pas l'objet des sciences d'économie. Seul compte donc le capital, l'argent et les machines, et le travail, la production. » Robert Solow va ajouter en 1956 un dernier paramètre, le progrès technologique, et va ainsi donner naissance à la croissance telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour parachever le tableau, il ne faut pas oublier la théorie du ruissellement, qui soutient que favoriser le revenu des plus riches, c'est-à-dire encourager leur égoïsme et leur avidité, permet d'augmenter l'activité économique et l'emploi. En faisant ainsi, leur richesse va finir par ruisseler sur nous. On comprend un peu mieux leur intérêt pour la Golden Shower. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça dans une vidéo sur la connaissance? Je ne sais pas. Parce que l'économie classique est un des protagonistes du match qui est en train de se jouer dans notre société. Aujourd'hui, nous percevons la science comme pourvoyeuse de vérité, et l'économie classique a le statut de science. C'est d'ailleurs elle qui a structuré les États occidentaux depuis plus de 200 ans et qui continue de présider à leurs décisions. Au sein de notre société, donc, elle profite de ce statut au même titre que toutes les autres, y compris les sciences de la Terre. Le problème, c'est que les chemins qu'indiquent la science économique et les sciences de la Terre ne pointent pas dans la même direction. Nous avons d'un côté une science qui nous explique qu'il faut continuer à aller toujours plus loin dans l'exploitation de la Terre pour continuer à produire de la richesse, et de l'autre, des sciences qui tirent le signal d'alarme et nous avertissent que si nous continuons, nous risquons très certainement des conséquences très graves. Qu'y croire? De mon point de vue, notre situation est similaire à celle de l'Europe du XVIIe siècle, fracturée entre les guerres de religion et incapable de choisir entre deux vérités mystiques. Comme nous, les catholiques et les protestants croyaient à des vérités incompatibles et irréconciliables. Notre société est divisée de la même manière entre deux franges, l'une vouant un culte inébranlable dans la vérité économique, et l'autre effrayée par les prédictions apocalyptiques des sciences de la Terre, frange à laquelle j'appartiens. La différence ténue qui sépare dans notre esprit connaissance et croyance amène ces deux vérités à s'affronter, et cela forme inévitablement des camps. Les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans l'un ou l'autre n'ont rien à voir avec une quelconque rationalité, mais au contraire, elles sont l'expression de notre subjectivité la plus pure. Comment un Bernard Arnault, dont la fortune s'élève aujourd'hui à plus de 150 milliards de dollars, ou un Elon Musk avec 360 milliards de dollars, pourrait-il ne pas croire dans la vérité de l'économie classique, alors que de leur point de vue, ils sont la preuve vivante que les prédictions qu'elles font sont valides. A l'inverse, quand on écoute les diagnostics que font les sciences de la Terre sur l'état de la planète, qu'on est victime d'un énième événement climatique toujours plus violent et destructeur que ses prédécesseurs, qu'on constate l'effondrement de la vie sur Terre, on est obligé d'admettre que les prédictions qu'elles font sont aussi valides. De plus, aucun d'entre nous ne pouvant être spécialiste en tout, on est bien obligé de reconnaître que la raison pour laquelle on se range dans une catégorie plutôt que dans une autre dépend essentiellement d'un choix reposant sur la foi et pas sur la connaissance. Je ne pense pas que la science sache vraiment. Et cela rend le dialogue impossible. La preuve pour les uns que l'économie classique se trompe est un argument pour les autres qu'elle a raison. Que dire à un Elon Musk? La science économique se trompe? Bah non, ça marche. Grâce à elle, je suis l'homme le plus riche de la Terre. Que les ressources vont manquer? Bah non, le progrès technique va nous permettre d'aller en chercher sur la Lune, des astéroïdes ou même sur Mars. Que le modèle de croissance infinie va entraîner un effondrement de la société comme le prédit le modèle World 3 du rapport Meadows? Bah non, regarde, avec le modèle DICE, l'autorégulation et la géo-ingénierie nous sauvera. Que la destruction de la vie sur Terre va bouleverser les équilibres biologiques et mettre toute l'humanité en danger? Bah non, le progrès technique toujours plus rapide trouvera une solution à ce problème. Que le changement climatique va supprimer une partie de l'humanité? Bah, c'est pas un problème. Si je suis là où j'en suis, c'est que j'ai travaillé et que je l'ai mérité. C'est la preuve que je suis meilleur que les autres. Si la nature décide de faire le ménage, elle choisira forcément les meilleurs et au final, l'humanité en sortira plus forte. Et lui, que pourrait-il nous dire? Que si on faisait tous comme lui, on serait des milliardaires?
Bah non, parce que si on faisait tous comme lui, la planète risque de devenir inhabitable beaucoup plus rapidement. Que le progrès technique nous sauvera tous? Bah non, parce que le prix du progrès technique extractiviste, c'est la destruction de la vie sur Terre, et que la détruire, c'est nous détruire. Qu'aller sur Mars, c'est le progrès et que c'est l'avenir de l'humanité? Bah non, parce que l'avenir de l'humanité est sur une Terre en bonne santé. Bah alors désolé, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me mettre à la place d'un milliardaire qui tenterait de me convaincre. Mais je ne doute pas qu'il trouverait des arguments qu'il jugerait pertinents, et que mes réponses, étayées par les sciences de la Terre, n'auraient aucun impact sur lui. Le dialogue n'est pas possible. C'est impossible. Et s'il n'est pas possible, c'est parce que les motivations qui nous habitent lorsque nous voulons défendre notre point de vue reposent sur ce que nous pensons être une vérité absolue, quel que soit l'endroit d'où elle nous vient. Et cette posture nous vient du fait que ce que nous défendons avant tout, comme nous l'aimons à le penser, n'est pas rationnel. Ce que nous défendons ne vient pas du monde réel, mais de la vision que nous en avons. En réalité, nous sommes face au choix d'Achille dans l'Iliade, une vie courte et glorieuse, ou une vie longue et sobre. Et aucune science ne peut répondre à cette question. Alors que faire? La sagesse serait peut-être de faire le choix qu'ont fait les modernes au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire d'accepter l'impasse et déplacer la problématique, de se débarrasser une fois pour toutes de vérités extérieures au profit d'une vision commune et consensuelle. Si on parvient à se mettre d'accord, alors là, oui, la science pourra nous aider. Une fois que les problèmes sont bien posés, elle est absolument formidable pour les résoudre. Et tout cela m'amène au dernier point que je souhaitais aborder. Comme nous l'avons vu, pour se mettre d'accord, il faut se faire confiance. Dans cette perspective, le fait par exemple que des gens croient que la Terre est plate parce qu'ils refusent de faire confiance est un signal alarmant. Non pas que croire que la Terre est plate pose un problème en soi, après tout peu importe dirais-je. Le plus important pour vivre ensemble n'est pas d'avoir une connaissance juste du monde, mais de partager la même. L'humanité a cru que la Terre était plate pendant longtemps, et cela ne l'a pas empêché de continuer à exister. Et je ne suis pas sûr que de le savoir ait un quelconque impact sur notre capacité à nous entendre. Non. Le problème, c'est que des personnes ont tellement perdu confiance dans la manière dont la société était structurée qu'ils en sont venus à remettre en question une connaissance qui fait consensus. C'est ça qui est alarmant. Si l'élément qui nous permet de construire un monde ensemble est abîmé, comment imaginer alors d'être en mesure d'en rétablir un? Et malheureusement, ce symptôme n'est pas isolé. La fameuse ère de la post-vérité dans laquelle nous sommes entrés aggrave encore le problème. Ici, il n'est plus question de construire des connaissances, mais de les décréter. Une fake news ne vise plus à adapter notre monde à la réalité, mais au contraire d'adapter la réalité à notre vision du monde. Elles sont au service de personnes qui mènent une guerre pour imposer à tous leur vision du monde. Dans cette bataille, notre cerveau joue contre nous. Les promoteurs des fake news exploitent toutes les failles de notre cognition pour les désarmer et agir comme bon leur semble sans que nous puissions intervenir. Ils ont très bien compris que détourner le langage, répéter des choses aberrantes, détourner l'attention et empêcher la concentration permettait de paralyser nos esprits et de leur faire avaler tout ce qu'ils voulaient. Peu importe la raison pour laquelle ils le font, c'est un fait, ils le font, et c'est criminel. C'est criminel, car au-delà du fait qu'ils nous trompent, ils abîment notre capacité à vivre ensemble, et nous affaiblissent au pire moment de notre histoire, c'est-à-dire le moment où justement nous devrions nous unir pour résister à une catastrophe toujours plus menaçante. Nous sommes aujourd'hui désarmés face à ce problème, car nous sommes désunis. À force d'être poussés depuis plus de 200 ans à l'individualisme, la compétition et à la recherche de notre profit personnel, de sélectionner nos élites grâce à ces seuls critères, notre culture gomme peu à peu en nous les véritables qualités intrinsèques qui nous permettent d'évoluer en tant qu'espèce, et donne peu à peu naissance au fameux Homo economicus, civil et facilement manipulable. Notez ici l'ironie. Il aura fallu 2 siècles pour rendre réelle une invention utilisée comme justification à la structuration de notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Le fait que nous nous mettions à réagir selon des schèmes simplistes et donc d'être plus facilement manipulables devrait nous effrayer, vous ne trouvez pas? Fais-moi les marioles ce soir, hein? L'espèce humaine est robuste. C'est pour cette raison que nous sommes parvenus à résister jusqu'à maintenant. Mais les pressions sont de plus en plus prégnantes et j'ai peur que les digues soient en train de céder. Et le dernier coin enfoncé dans nos défenses, c'est l'IA. Surtout, ne faites plus rien par vous-même. Laissez penser les machines, elles le feront tellement mieux que vous. Grâce à elles, vous n'aurez plus rien à décider, il vous suffira d'obéir. C'est elles qui vous diront ce qui est bon pour vous, enfin ce que vous devez consommer pour être utile et heureux. Sous la pression, nous terminons d'externaliser les processus qui nous rattachent au monde. Nous ne construisons plus rien, nous ne partageons même plus sans un intermédiaire artificiel labellisé et approuvé pour nous. Soyez seulement et uniquement des consommateurs, l'aboutissement final d'un circuit de production dont le seul but est de continuer à exister et de générer des profits. Dans ces grands tubes digestifs, ils sont la bouche qui se gave et nous sommes les sphincters par lesquels ruissellent leurs excréments.
En acceptant tout cela, et en renonçant peu à peu à notre autonomie, en nous enfermant dans des expériences solitaires, nous renonçons tout bonnement à notre humanité et à tout ce qui peut rendre notre vie formidable. Nous nous approchons d'un monde dans lequel nous aurons perdu notre complexité et où l'autre ne sera même plus nécessaire. Quand nous y serons parvenus, nous serons devenus des particules libres, je vous laisse savourer l'ironie de ce mot, dont l'évolution et les interactions dépendront entièrement de forces extérieures. Nous serons réduits à des variables mathématiques, parfaitement définies et obéissant enfin aux lois de la science économique. Le rêve des libéraux sera enfin devenu réalité. Mais de ça, on en parlera dans ma prochaine vidéo. Si on veut être un peu optimiste, je dirais que tout ne dépend que de nous. On a une opportunité formidable d'utiliser tout notre savoir passé et présent pour construire ensemble une réalité réintégrée au vivant, durable et satisfaisante pour tout le monde. Mais bon, en attendant, n'oubliez tout de même pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Surtout, réfléchissez collectivement pour le bien de tous et cultivez votre pensée subversive. À la prochaine. Salut.